Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités qui n'ont pas bougé. Basseli Yorobi, ingénieur, Ibrahim Assila, politologue et notre éditorialiste Jean-Marie Bitobo. Place à présent à l'économie. Au 31 décembre 2016, la Direction générale des impôts a réalisé et a dépassé l'objectif de mobilisation des recettes non pétrolières avec 1585 milliards de francs CFA collectés, et ce au Cameroun. Cette performance représente un taux de réalisation de plus 101%. Les précisions d'Idelette Mirabel-Bissou. Au Cameroun, le fisc a mobilisé en 2016 des recettes évaluées à 1585 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 101%. Avec ces résultats, la Direction générale des impôts a atteint et dépassé l'objectif de mobilisation des recettes non pétrolières. Au titre de l'exercice 2016, l'objectif était de 1715 milliards de francs CFA de recettes globales, donc 1565 milliards de francs CFA pour les recettes fiscales non pétrolières. Cette performance est à mettre à l'actif de l'innovation institutionnelle au niveau des impôts. Des structures comme la Direction générale des grandes entreprises, le Centre des impôts des moyennes entreprises ont été créés. Le paiement en ligne depuis 2 ans des charges fiscales est également devenu une réalité. Par le passé, nous n'avions que des centres divisionnaires des impôts, mais entre-temps, on a eu à sérier et à créer une sorte de segmentation des modules ou à tout le monde des administrations chargées des payeurs d'impôts, parlons ainsi. Donc cette segmentation a fait que le suivi des payeurs, des collecteurs, des contributeurs d'impôts, des redevables légaux, comme ça se dit techniquement, devient plus efficace. Cette efficacité n'a pas eu le même effet dans le secteur pétrolier. Frappé par la chute du prix du baril sur le marché international depuis 2 ans, la conjoncture s'est faite contagieuse. L'impôt sur les sociétés pétrolières en 2016 au Cameroun n'a pas dépassé 109 milliards de francs CFA. 150 milliards de francs CFA étaient en effet attendus. Si l'État n'a pas les impôts, il va être difficile à l'État de faire face à ses obligations. L'État s'est même imposé certaines nouvelles obligations. Je prends un exemple. Depuis 2014, l'État a décidé de payer les choses traditionnelles. Si l'État n'a pas ses recettes fiscales, ça va lui être un peu difficile de faire face à ces nouvelles obligations que l'État lui-même s'est imposées. L'État a levé des emprunts obligataires pour pouvoir réaliser certains projets d'infrastructure qui structurellement sont déficitaires. Quand vous allez construire un barrage après avoir levé 200 milliards sur la Douala Stock Exchange, le barrage directement ne vous rembourse pas ces 200 milliards pendant toute la période de construction. Donc, il n'y a que les impôts qui permettent directement à l'État de faire face à toutes ces obligations. Les impôts restent donc une valeur ajoutée à l'économie nationale pour faire face aux obligations internes et externes. L'État augmente ses attentes en 2017. 1843 milliards de francs CFA sont attendus du fisc camerounais contre 1715 milliards de francs CFA en 2016, ce qui représente une hausse de 100 milliards de francs CFA. Jean-Marie, 1500 milliards de francs CFA collectés par la Direction générale des impôts du Cameroun. Est-ce que c'est un chiffre qui parle? Est-ce que c'est un chiffre qui est réel? Est-ce que c'est un chiffre qui finalement est un succès pour le pays? Je pense que c'est un chiffre qui est réel. Dès l'instant que vous avez un État qui promulgue des statistiques, ça voudrait dire qu'on a remarqué ce qui s'est passé. La collecte de l'impôt, si vous voulez, c'est le nœud gardien des États africains. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au milieu, vous avez une corruption qui gangrène toutes les capacités, si vous voulez, de collecte de l'impôt chez nous. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez l'État a fait une chose au Cameroun, c'est-à-dire c'est passer par le numérique, la modernisation, si vous voulez, de cet outil-là. Justement, l'innovation, c'est-à-dire de l'activité portuaire en tant que telle, c'est-à-dire dans sa gestion. Avec, comment dirais-je, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'État a assis, comment dirais-je, il y a ce qu'on appelle une assiette d'imposition. Et dans cette assiette d'imposition-là, pour rendre les outils performants, chez nous en Afrique, vous avez besoin d'avoir des outils performants en même temps. Donc, si le Cameroun a atteint, si vous voulez, ces performances-là, c'est lié à quoi? C'est lié à la modernisation, c'est-à-dire de l'outil de collecte de l'impôt à l'intérieur du territoire. Donc, à partir de là, c'est par là que nous devons aller parce que nos États, on a besoin, si vous voulez, de ces ressources-là. Le système des
qui souvent existe chez nous, il faudrait en finir avec, tout simplement. C'est quoi le système D dont vous parlez ? Le système D, c'est le système de la débrouillardise. Chacun se débrouille dans son coin. Il y a des détournements qui sont faits entre-temps. Alors que quand vous informatisez tout, quelque part, c'est l'avantage de l'informatique, mais ce n'est pas une solution, si vous voulez, finale. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ce sont les individus qui mettent ça en place et ils ont la capacité de pouvoir contourner. Mais ça, c'est déjà une très très bonne performance pour le Cameroun, le fait d'avoir amélioré, si vous voulez, la récolte fiscale en tant que telle. Monsieur Sylla, est-ce que cette innovation est très importante, notamment au niveau des récoltes et des impôts ? Oui, comme il l'a dit, c'était très très important. Ce qu'il appelle le système D, c'est un peu le système informel qui existe dans tous les pays africains, où il y a pas mal de structures, de commerçants, de personnes qui ne payent pas un franc d'impôt. Et ça pose un problème. À un moment, c'est l'État. C'est pour ça qu'on parlait de chiffres réels, parce que finalement, il y a tout cet impôt informel qui n'est pas dans ces chiffres. Qui n'est pas payé, qui n'est même pas ponctionné par l'État. L'État a essentiellement deux monopoles. Le monopole de la violence physique légitime, l'État assure la sécurité. Le deuxième monopole, c'est le monopole fiscal, c'est-à-dire le monopole consistant à prendre l'impôt. C'est avec les impôts qu'on construit un État. Voilà. À partir de ces deux monopoles, l'État retrouve un sens qui lui permet d'assurer la sécurité et d'autre part d'investir dans des politiques publiques, dans des politiques sectorielles susceptibles de permettre de construire des écoles parce que l'impôt sert à cela. Cependant, il ne faut pas oublier que quelquefois les États en Afrique sont dans un certain nombre de contradictions. Il arrive que dans des pays africains, je ne sais pas si le Cameroun vit ce type de contradictions, mais le Sénégal le vit, notamment dans le secteur laitier, du lait, où on en arrive à taxer, à imposer plus une société nationale qu'une société qui peut-être qui importe du lait venant d'Occident. Et on est quelquefois dans ces contradictions qui empêchent à nos pays de pouvoir émerger, puisque l'émergence aujourd'hui, c'est le slogan, de pouvoir émerger comme il se doit. Un slogan bien flou. On va parler à présent de la Guinée. Le développement du secteur minier guinéen est en cours. Les autorités veulent assainir l'industrie minière afin d'attirer davantage les investisseurs et faire bénéficier aux populations ces retombées économiques. Les précisions dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée. Le secteur minier guinéen représente environ 18% du produit intérieur brut du pays. Le défi qui se pose aux autorités est de faire profiter les populations des retombées du boom minier actuellement en cours. Cela passe, selon des spécialistes, par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire, le développement des infrastructures minières ainsi que le développement communautaire. C'est des communautés qui sont impactées, mais surtout négativement. Autrement dit, c'est des communautés qui perdent leurs terres. Les sociétés ne respectent pas leur engagement vis-à-vis des communautés. Ça posait comme problème aussi que l'État est presque absent dans le processus de développement au niveau local. La Guinée possède un important potentiel minier qui constitue une opportunité de développement pour le pays et crée une attractivité pour les investissements directs étrangers. Dans ces milieux où les attentes des acteurs sont aussi diverses que nombreuses, la mise en place d'un cadre de gestion transparent et responsable se pose comme un défi de taille. L'exploitation minière peut vraiment peut-être un levier pour un développement durable en République de Guinée en finançant un certain nombre de secteurs comme celui de l'agriculture, celui de l'éducation, de la santé et de l'énergie. Environ 80% des recettes d'exportation de la Guinée proviennent du secteur minier. Malgré une crise mondiale sans précédent marquée par une chute drastique des cours des matières premières, les mines restent la source de fortes attentes de toutes les parties prenantes. La dernière décennie a vu s'accroître les exigences des populations des contrées impactées par l'exploitation minière en échange de l'occupation et de l'exploitation des ressources dont la nature a doté le pays. Monsieur Sylla, on le voit, la Guinée regorge indéniablement de potentielles ressources minières et pétrolières éventuellement, et même exportatrice de ressources minières, de bauxite notamment depuis les années 70. Mais le pays, il reste pauvre, c'est un fait. Paradoxe. Pourquoi on en arrive là avec ce paradoxe qui est propre à la Guinée? C'est un véritable paradoxe, c'est un paradoxe partagé par beaucoup de pays en Afrique. Le Congo et la Guinée, j'ai l'habitude de le dire, restent les deux pays les plus riches en Afrique. C'est extraordinaire ce qu'on peut trouver. Ils font partie des pays les plus pauvres. Les plus pauvres, mais c'est ça le paradoxe. C'est lié à l'histoire politique, c'est lié. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a une exploitation, mais ce n'est pas une exploitation, on va dire, nationale, faite par des gens du pays, des gens du continent. Si jamais ces richesses-là sont exploitées, on se rend souvent compte qu'il y a des firmes internationales, des multinationales, avec quelquefois la complicité des acteurs politiques qui exploitent du Sénégal en passant par la Guinée, en passant par le Congo, par le Niger, qui exploitent ces ressources et quelquefois
qui ne transfèrent pas d'ailleurs la technologie pour exploiter, pétrole, zircon, gaz, ressources halieutiques, de toutes sortes, et que finalement l'Afrique reste encore le continent convoité, dépossédé de ces richesses-là. Les populations n'en profitent pas, ne voient pas la couleur de l'or, ne sentent pas l'odeur du pétrole, et finalement on assiste à un appauvrissement de l'Afrique. Au même moment, on est en train de vanter le fait que l'Afrique est le continent de l'avenir. Et souvent, je dis c'est le continent de l'avenir. C'est vrai qu'il y a quand même des efforts qui sont mis en place. Par exemple, en Guinée, il y a le nouveau code minier qui a été mis en place. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut porter un regard optimiste? Le nouveau code minier, pour moi, si vous voulez, ça, c'est de l'administration, si vous voulez dire là. L'administration, tout simplement, pourquoi? Comme vient de le dire M. Silla. En Afrique, c'est-à-dire, c'est un scandale géologique, ce qui se passe en Guinée. La Guinée a, je pense, que les 2/3 de la bauxite, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, c'est que vous n'avez pas les stratégies économiques efficaces qui sont mises en place pour la gestion de ces matières premières-là en Afrique. Mais on parle beaucoup de gestion transparente en Guinée. Mais finalement, c'est un la transparence, quand vous allez regarder les résultats économiques, j'ai dit toujours sur ce plateau, on a beau nous parler de la notion de croissance. La croissance économique, ça veut dire quoi pour un économiste? Moi, ce qui m'intéresse pour nos États africains, c'est de pouvoir juger l'IDH, l'indice de développement humain de nos économies. Nous avons des matières premières qui sont exploitées. Et généralement, la plupart du temps, vous avez des contrats qui sont signés, ce sont des contrats léonins, complètement léonins, qui font en sorte que l'Afrique est dépouillée de ses richesses en tant que telle. Comment voulez-vous signer? La première fois que je vois un contrat que la Chine avait signé avec le Congo dont il vient de parler là, la Chine, c'est-à-dire et c'est ce que font pratiquement tous les États africains aujourd'hui, la Chine, comment dirais-je, a une concession de 90 ans, et sur ces 90 ans-là, quand vous allez regarder la répartition du capital, la Chine est propriétaire du capital à 80%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Guinée n'a pas les moyens de pression pour résister à ces compagnies internationales? Ce n'est pas une question de moyens de pression. Les Africains, nous avons ces moyens-là. Je dis toujours les Occidentaux quand ils viennent nous parler. Moi, en tant qu'économiste, quand je fais la pondération de ce qui est apporté, si vous voulez, le capital financier et le capital naturel, qui sont nos dotations factorielles naturelles qui ont été données à l'Afrique, l'Afrique doit se dire aujourd'hui que ça doit être du 50-50, voire même le contraire, tout simplement. Pourquoi? Vous ne verrez jamais un businessman qui va se lever, qui va prendre son argent qui est à la banque, à moins qu'il fasse de la spéculation financière, que cet argent-là va produire tout seul. Pourquoi est-ce qu'on pondère toujours? La pondération du capital est toujours supérieure par rapport à la pondération des matières premières qui sont à exploiter. Donc, c'est à nos dirigeants, c'est-à-dire de corriger toutes ces imperfections-là du marché. Moi, je les appelle les imperfections du marché. Le président de la Guinée a parlé de la mise en place de laboratoires, juste pour... Bon, si on met en place des laboratoires pour justement réguler, pour voir un petit peu qu'est-ce qui sort du pays et qu'est-ce qui rentre. Le laboratoire, c'est dans le cadre technique maintenant, Diarra. Le laboratoire, c'est dans le cadre technique de pouvoir analyser le produit qui sort, si vous voulez, de ces mines-là. Mais la gestion complète, il faut connaître les quantités. Cette gestion, tout ça, pour moi, ça rentre dans la gestion. Et quand vous avez des stratégies gestionnaires qui ne sont pas efficaces, on en aboutit, si vous voulez, au résultat dont vient d'exposer M. Silla, tout simplement. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce jeudi sera consacré à l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles qui a révolutionné l'agriculture au Burkina Faso. Merci à Basseli Yorobi qui a participé à notre émission. Merci également à Ibrahima Silla qui a été avec nous et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Merci Diarra, ravi d'avoir passé cette heure-là avec vous sur le plateau et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Alfred. Chers téléspectateurs de tout le monde, que je remercie également. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'Africa Newsroom. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.